C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver fidèle au rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici le sommaire de ce 13h. Aujourd'hui, 7 octobre 2024, journée mondiale du coton. Cotonou abrite la célébration officielle. En marge des travaux qui se tiennent au Palais des Congrès, la rédaction JT vous propose dans ce 13h un zoom sur les caractéristiques et avantages du coton biologique que produit le Bénin. Et que fait le gouvernement en matière de promotion de la santé au Bénin? Les diverses actions engagées pour relever les défis sanitaires au Bénin sont présentées à la table ronde des 3e journées des sciences de la santé. On fait le point dans ce journal. Montée en bourse de la Loterie nationale du Bénin, 7 millions d'actions sont mises en vente, soit 35% à 45% des parts détenues par l'État. Jennifer Sativi nous précise dans cette édition les tenants et aboutissants. Et on ouvre ce journal avec la revue du plan de travail annuel du ministère de la Justice. Elle a connu son apothéose vendredi dernier au Palais des Congrès. Une rencontre technique pour renforcer l'état de droit et moderniser le secteur de la justice au Bénin. Au terme des échanges entre hommes de droit, le ministre Yvon Detchenou a donné un bref aperçu des discussions. On l'écoute au micro de Gloria Oni et Ernest Tétégou. Au programme, on avait une revue d'activité pour voir un peu ce qui avait été fait sur l'année judiciaire 2023-2024. On avait également une revue législative et réglementaire pour dire un peu à tout un chacun, pour rappeler à tout un chacun ce qui avait été voté comme loi, ce qui avait été adopté comme décret, et par rapport à ces différents actes, leurs responsabilités en termes d'application de la loi. Et enfin, on avait une activité de rappel, de recommandations et de redevabilité par rapport à ce qui a été mis en œuvre pour que chacun se sente concerné par rapport aux différentes politiques qui sont mises en œuvre, par rapport aux différentes actions qui sont entreprises et pour avoir une adhésion complète de tout un chacun à l'œuvre qui est entreprise. Les pays du tiers-monde font face à plusieurs défis sanitaires et le Bénin n'est pas du reste. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance s'invite dans la riposte. Au cours de la table ronde des 3e journées des sciences de la santé, la représentante du ministère a présenté les actions menées pour la promotion de la santé à tous les niveaux. Alexis Sebremont et Heureuse Danondé nous font le point. Avoir la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladies ou d'infirmités. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et même social. En l'absence d'un, l'individu n'est pas en bonne santé. Mais plusieurs défis empêchent cet état complet de bien-être. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance prend donc en main le volet socio-sanitaire de ces défis à travers plusieurs actions comme la campagne Agbazache, Sikanoué. En fond, lorsque nous disons Agbazache, ça veut dire mon corps, mais ce qui suit, prendre soin de son corps. Agbazache, Sikanoué. Mon corps, c'est de l'or. Et ça regroupe plusieurs éléments. Donc, comment aider la jeune fille à pouvoir prendre soin de son corps? D'abord, avoir une certaine estime de soi, à pouvoir répondre à un certain nombre de préoccupations sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons un guide qui permet aux assistants sociaux dans les communautés de pouvoir organiser des séances, de pouvoir aider les parents à pouvoir échanger avec leurs enfants sur plusieurs thématiques de santé sexuelle et de reproduction. C'est un ensemble d'actions comme riposte face aux défis sanitaires de notre temps. Au-delà de cela, le ministère appuie le financement de soins de santé à plusieurs ménages et individus. Il y a des assistants sociaux qui travaillent aussi bien dans leur bureau qu'au lit des malades, même en dehors de l'hôpital. Maintenant, quand le malade est indigent, il y a ce que nous avons en première ligne, les appuis d'urgence. Donc, ces appuis d'urgence servent à faire face rapidement à un certain nombre de préoccupations au niveau de l'hôpital. Et ça, c'est d'autant plus important parce que les patients ont besoin d'honorer les ordonnances, de pouvoir suivre les soins, parce que le personnel médical ne peut évidemment pas faire le travail quand il n'y a pas l'accompagnement qu'il faut correctement. Nous avons constaté aussi ces actions sur le terrain
à travers les appuis qu'ils mènent envers les enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Les assistants sociaux sont au cœur de toutes ces actions présentées lors de cette 3e journée scientifique des sciences de la santé. Cotonou accueille depuis ce matin la 6e édition de la Journée mondiale du coton et c'est la première fois qu'un tel événement est célébré sur le continent africain en dehors des murs d'une institution. Les participants réfléchissent à l'évolution de la filière, surtout en Afrique. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchadé a procédé au lancement des travaux au dôme du Sofitel. Voici un extrait de ses propos. La présente cérémonie m'offre l'agréable occasion de rendre un vibrant hommage aux acteurs de la filière cotonnière de tous nos pays, et bien sûr en particulier du Bénin et d'Afrique. C'est d'ailleurs pour moi l'opportunité d'insister sur l'importance que nous attachons tous à la chaîne des valeurs qui a été soulignée par chacun des intervenants ici ce matin. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est important que cette édition de la Journée mondiale célèbre non seulement le coton, mais également et aussi l'approfondissement des travaux et surtout la diversification du coton dans notre société. Je veux insister pour dire que la présente conférence doit pouvoir dire à tous nos paysans, et je pense en particulier au Bénin ici, aux paysans de Banikwara, la plus grande commune productrice de coton, il y a un espoir, il y a des perspectives dans cette filière. Je veux donc ici lancer un appel aux organisations internationales, aux institutions financières et aux investisseurs pour soutenir tous nos pays, notamment ceux du C4+, dans la mise en œuvre et dans la mise en place d'industries textiles et de confection moderne et respectueuses de l'environnement. Et puisqu'on parle coton, outre la production, le Bénin mise désormais sur la transformation de l'or blanc sur place. La magie s'opère à la zone économique spéciale de Glodjigbe. Le coton issu du bassin cotonnier béninois y est transformé en vêtements destinés à l'exportation. On en parle avec Ariane Da Silva. Zone économique spéciale de Glodjigbe. Nous sommes à 45 km de Cotonou. C'est en ces lieux que s'opère la révolution industrielle du Bénin. Le coton béninois est transformé sur place au sein des unités intégrées de textile. Donc on passe de la filature, on parle du tricotage, du tissage et de la confection de vêtements. Donc ces 3 unités vont transformer à peu près 40 000 tonnes de fibres. Ce qui génère des milliers de vêtements au quotidien, des vêtements made in Bénin qui ont traversé pour la première fois les frontières du pays le 12 juillet 2023. Près de 70 000 pièces ont quitté la zone économique spéciale de Glodjigbe pour les États-Unis. Nous avons pu signer des contrats de livraison de vêtements avec plusieurs marques, dont la marque TCP, Children's Place, qui est basée aux États-Unis, qui est propriétaire d'une chaîne de vêtements aux États-Unis, au Canada et au Puerto Rico. Quelques mois après, le Bénin, à travers la qualité de son coton, convainc l'Europe. La GDIZ procède à sa première exportation de 80 000 pièces de vêtements pour la marque française Kiabi. En ce qui concerne la marque Kiabi, nous allons pouvoir livrer dans les 2 à 3 prochaines années entre 20 à 30 millions de pièces de vêtements. Ce sont autant d'emplois qui seront créés. Grâce à un certain nombre d'avantages, une politique gouvernementale, je dirais, accueillante et des infrastructures dédiées, le Bénin est très clairement en haut de la liste des possibles. Le Bénin, en effet, aujourd'hui, rassemble énormément d'avantages pour qu'un investissement textile voie le jour et permettent en effet d'attirer des investisseurs. Attirer des investisseurs passe par les facilités qui leur sont offertes et l'engagement de tous. Le producteur, lui, vend toujours cher. Lui ne sait pas qu'en laissant sortir ses produits bruts dans les pays voisins ou même à l'extérieur, il ne sait pas que
c'est l'emploi qui s'évade. Il ne sait pas que c'est la valeur ajoutée qui s'évade. Il faut que désormais mes parents puissent comprendre que c'est ce que nous laissons partir là, qui devrait être transformé pour qu'on vienne régler les problèmes de la société. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que le coton n'est pas transformé à mi-chemin. On arrive jusqu'au produit fini. Ce que j'ai vu avec mes propres yeux, vraiment, c'est très intéressant. Je suis même fier. Je voudrais dire à mes parents qui produisent coton, essayez de fournir le fort parce que ce qu'on produit maintenant ne va plus ailleurs. Ça nous sert de nous-mêmes. Produire et transformer sur place, c'est la nouvelle dynamique dans laquelle s'inscrit le Bénin pour développer son industrie et booster sa croissance économique. Aussi, quand on évoque la production cotonnière au Bénin, on oublie souvent le coton biologique. Pourtant, le pays fait partie des 2 pays qui en produisent en Afrique. C'est une qualité très cotée sur le marché international et dont la culture est respectueuse de l'environnement. Caractéristiques et avantages du coton bio, c'est dans ce reportage signé Patrick Nimanvo et Estelle Pazou. Avec le coton conventionnel, le coton biologique ne partage que la couleur. La différence entre ces 2 qualités de la fibre se situe à plusieurs niveaux, à commencer par les procédés de production. Le coton bio est un coton qui est produit sans intrants chimiques de synthèse, sans engrais minéraux, sans OGM, organismes génétiquement modifiés. Le coton biologique est une des réponses aux défis environnementaux. Sa culture est sobre en consommation d'eau et intègre également d'autres aspects liés à la sauvegarde de la nature. En utilisant des intrants organiques, cela permet par exemple de préserver les vers de terre, de préserver les insectes utiles. Tout cela, ça fait partie de l'environnement. Et on ne doit pas couper les arbres. Or, nous avons de politiques ne pas couper les arbres aussi. Donc, en fait, partout où le coton bio s'installe, l'environnement doit être préservé. Il en résulte un textile plus épais et plus agréable. Cette qualité est d'ailleurs très demandée sur le marché international. Et les gens de l'Europe et surtout de l'Amérique du Nord souhaitent beaucoup ce produit afin donc de satisfaire la demande qu'il y a chez eux. Autant que nous produisons, autant les gens prendront. Aucun coton bio n'est invendu. Après la Tanzanie, le Bénin est le 2e producteur du coton biologique en Afrique. Il représente environ 1% de sa production cotonnière et est bien loin de satisfaire un marché de niche dont la demande est sans cesse croissante. Aujourd'hui, 7 octobre, c'est aussi la journée mondiale de l'habitat. Engager la jeunesse pour créer un meilleur avenir urbain, c'est le thème de cette édition 2024. L'objectif de cette journée est de réunir les différents acteurs urbains pour partager les meilleures pratiques et actions en vue d'améliorer la qualité de vie dans les villes. Comment impliquer les jeunes pour atteindre cet objectif? La réponse dans cet élément que nous propose Amandine Niamboussou. La pauvreté, les inégalités et la menace du changement climatique, autant de défis majeurs à la croissance équitable et à la résilience des zones urbaines sur la planète. Selon l'Organisation des Nations Unies, d'ici à 2050, les villes devraient accueillir environ 70% de la population mondiale. Il est donc essentiel de bâtir des villes dynamiques, inclusives et résilientes afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Avec le changement climatique, les gens ailleurs meurent de chaleur, donc il faudrait effectivement que l'habitat tende vers l'écologie, c'est-à-dire dans la nature. Donc je vais même dire un habitat vert. Vous sortir de l'habitat pavé que nous avons, il faut imiter un peu je vais dire nos parents des campagnes, mais qui ne savaient pas qu'ils vivaient dans un habitat moderne. Donc il faudra habituer la population à vivre dans une communauté et non à vivre dans l'individualité.
Le monde s'urbanise rapidement et de nombreux citadins sont aujourd'hui jeunes. Et cette jeunesse constitue un formidable potentiel de développement. Pour tirer le meilleur parti de ce potentiel, il faut investir dans l'éducation. La jeunesse, quel est son rôle dans ça? Mais puisque c'est elle qui doit être en train de concevoir cela, donc il faudrait d'abord que donc, la jeunesse soit préparée. Ce qui veut dire qu'il faut toucher le programme de formation. Donc le programme de formation, pour que déjà dans la formation, on intègre donc le cadre de vie. Pour vivre heureux, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour nous créer donc, le cadre de vie, c'est nous-mêmes. Donc il faut former les enfants à cette réflexion-là pour savoir que donc, en faisant les conceptions, donc dans les conceptions déjà, il faut réserver tout le loisir qu'il faut pour le bien-être. Les jeunes sont parmi les premiers acteurs du changement. Leur voix compte donc dans la conception et la mise en œuvre des solutions pour l'avenir. Une campagne nationale de sensibilisation à la paix elle est prévue pour le 12 octobre prochain. L'initiative est consécutive à l'élection du Bénin à la coordination de la conférence panafricaine de la Fédération mondiale des associations et clubs pour l'UNESCO Région Afrique. Et c'était en octobre 2023. Un an après, Gabin Alogno, président de la Confédération, fait un petit bilan et annonce les perspectives. Il est au micro de Marcel Ahossi et Ramatoulawane. Nous avons comme acquis fondamental, c'est la construction d'un siège qui est validé par les pouvoirs publics depuis janvier en Conseil des ministres, notamment le 17 janvier 2024. Deuxièmement, le 11 avril 2024, les pouvoirs publics ont jugé de l'effectivité du fonctionnement et non seulement du siège national mais également du siège continental. Il faut souligner que c'est historique, ces appuis. Et c'est pour ça que la communauté internationale, en ce qui concerne cette sphère que nous coordonnons, salue. Fort de cet anniversaire, le gouvernement s'engage aussi à ce que nous rentrions dans une campagne nationale et internationale de la promotion de la paix et de la non-violence. Et si Dieu le veut, cela nous amènera à parcourir les 12 départements de notre pays. Et ce, à compter du 12 prochain, et nous pensons avoir toutes les forces publiques avec nous. Déjà, le ministre enseignement maternel et primaire a déjà pris des décisions en saisissant le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, le ministre de l'enseignement secondaire, pour que la jeunesse des lycées, la jeunesse des écoles, vous savez, le risque est juvénile. Le risque à la compromission de la paix, le risque à la violence est beaucoup plus juvénile. Donc la jeunesse de nos universités, à travers les facultés, instituts et écoles, soit associée à la danse. Les communautés à la base seront également associées et nous estimons que ce sera de bons messages, de bonne sensibilisation, parce que notre pays en a besoin, surtout quand on voit le futur proche que nous avons. Semecity vanté en France, les prouesses réalisées par des jeunes innovateurs dans ce pôle de l'innovation technologique est mise en lumière à la Francotech. Francotech, une exhibition organisée à Paris sur les innovations numériques phares qui se développent dans l'espace francophone. Et c'est en VRP que le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari Adjadi, en a vanté les mérites. Voici un extrait de ses propos. Je crois que vous avez un très bel incubateur aussi à Cotonou. Alors nous avons un magnifique projet, c'est pas un projet, c'est qui vit déjà, hein, c'est Semecity, dont la directrice générale est dans la salle, Madame Claude Bornat, qui fait un travail formidable depuis un certain nombre d'années, déjà 3000 jeunes qui ont été formés, avec ce besoin de pouvoir associer formation, incubation et financement. C'est important de faire le continuum et d'avoir un écosystème complet. Et Semecity ambitionne de devenir la station F de toute la région ouest africaine aujourd'hui, avec de gros investissements en matière d'infrastructures, de plateaux techniques, de disponibilité de l'infrastructure pour les jeunes créateurs, de manière à ce qu'ils puissent avoir tout ce qu'il leur faut pour éclore et pouvoir conquérir des marchés. En termes d'écosystème que nous avons mis en place, donc Semecity qui allie
aussi tout l'écosystème complet de la formation à l'incubation dans différents secteurs. Nous avons plusieurs agences également, donc l'agence de développement des PME qui est là pour apporter des solutions de financement, parce que la question du financement est essentielle. On le voit ici à Station F. La force de Station F aussi, c'est la possibilité d'avoir en fait des fonds qui font du venture capital, qui peuvent accompagner en fait les startups. Nous avons la Caisse de dépôt et consignation qui accompagne un peu comme ici BPI, donc qui est là également pour apporter des financements aux différentes entreprises, aux différentes startups. Et puis j'ai envie de dire, nous sommes une startup nation. On essaye, nous en tant que pays, du fait d'avoir un circuit de décision assez court, un gouvernement composé essentiellement de gens qui viennent du secteur privé, une volonté de pouvoir accompagner, d'être pragmatique. On essaye d'accompagner, de faire en sorte que nous puissions avoir des entreprises qui deviennent demain des licornes également. Et vous avez parlé tout à l'heure au début de votre intervention de l'intelligence artificielle jusqu'au dernier kilomètre. Alors, je parlais de l'intelligence artificielle jusqu'au dernier kilomètre parce qu'on a une de nos startups que je vous invite à visiter en fait sur le stand de Beninov qui s'appelle Bivariant, qui justement utilise l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins du quotidien des Béninois. Nous avons conscience que l'intelligence artificielle va révolutionner la manière dont nous fonctionnons. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu pour... je suis plus si jeune que ça pour ceux de ma génération, quand Google est arrivé, en fait. La différence entre aller s'asseoir dans une bibliothèque et chercher dans un livre, et quand Google est apparu, on pouvait faire des recherches. L'intelligence artificielle va décupler tout cela peut-être 10, 5 fois. Et pour les pays africains, pour un pays comme le Bénin, c'est vraiment central. Donc nous avons adopté une stratégie nationale d'intelligence artificielle qui passe bien entendu par la manière dont nous structurons nos données, comment est-ce que nous protégeons aussi le citoyen, que tout ne soit pas sur la place publique. Les autorités locales de la zone littorale du Bénin, mieux informées sur le contenu de la loi numéro 2018-10 du 2 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin. Et c'était lors d'un atelier à Cotonou tenu le 4 octobre dernier et organisé par l'unité intégrée de gestion des projets. Une initiative qui vise à les sensibiliser au respect et à l'application de cette loi. Reportage. Quand on parle de la zone littorale au Bénin, il faut y voir les communes disposant de façades maritimes. Il s'agit de Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Ouida, de Semen-Podji et de Grand Popo. 5 communes qui disposent de plusieurs richesses naturelles exposées aujourd'hui à un nombre important de problèmes. Quand il y a des activités économiques et à prélèvement, à un moment donné, ces prélèvements se font de façon très anarchique. Notre pays a initié depuis le début des années 2000 cette loi que nous appelons loi sur le littoral. C'est vrai qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est toujours bien de faire la vulgarisation des différents textes de loi que notre pays prend. L'unité intégrée de gestion des projets s'attelle à la vulgarisation de cette loi. À cette séance de sensibilisation, sa cible reste les autorités locales. Il y a une disposition de la loi qui a dit lorsque des écosystèmes seraient en danger, c'est l'autorité locale qui est l'autorité qui doit appeler l'attention du ministre sur ces situations. Et là, le ministre doit prendre un acte pour suspendre l'activité. Et la loi est allée jusqu'à dire qu'en cas de silence du ministre, l'autorité doit prendre l'acte pour suspendre l'activité. Et si l'autorité ne fait rien, l'autorité sera sanctionnée pénalement. Vous voyez le rôle important que les autorités locales ont à jouer dans la mise en œuvre de cette loi-là. Notre pays, dans le but de promouvoir le tourisme, a décidé de mettre sérieusement en valeur notre littoral. Alors nous sommes très contents d'avoir été invités et je pense que la préfecture continuera de jouer sa partition. La zone littorale du Bénin, un espace protégé et mis en valeur, le rêve est bien possible. Ces autorités locales repartent désormais aguerries afin d'agir pour la bonne cause.
Place à présent au dossier du jour qui nous parle de la montée en bourse de la LNB. Il est désormais possible de devenir actionnaire à la Loterie nationale du Bénin. La société, dont l'État était l'unique actionnaire, fait son entrée en bourse en mettant en vente 7 millions d'actions, soit 35% à 45% des parts détenues. Cette cession se fera à travers le compartiment actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières de Lieumois. Le dossier économie de ce lundi s'y intéresse. Il est signé Jennifer Sativi. C'est un tournant décisif pour la Loterie nationale du Bénin. Avec l'accompagnement de la Société de gestion et d'intermédiation EDC, elle va désormais ouvrir son capital aux investisseurs privés et offrir de nouvelles opportunités aux particuliers. L'offre publique de vente qui porte sur un minimum de 7 millions d'actions et un maximum de 9 millions, répartis en 4 catégories, va se dérouler du 7 au 25 octobre 2024 avec possibilité de clôture anticipée. C'est un mode d'épargne. Donc vous savez, vous avez plusieurs modes d'épargne. Vous pouvez avoir un compte d'épargne à la banque, vous pouvez avoir une police d'assurance. Alors les actions également vous servent de compte d'épargne où vous pouvez acheter des actions, les laisser évoluer jusqu'à X temps. Et donc c'est en ça que cela concerne le grand public. Détenir des actions déjà en tant qu'actionnaire, vous êtes copropriétaire d'une partie de la société. Cette opération est l'expression de la volonté du gouvernement béninois pour une répartition des richesses générées par la croissance du pays. Étant aujourd'hui à la bourse, dans une compétition sous-régionale, on n'a plus le sentiment de diriger une entreprise. Nous avons le sentiment d'être des soldats sur les drapeaux de notre pays. Nous avons eu des résultats hyper satisfaisants au sein de la Loterie nationale du Bénin. Avant 2016, on faisait moins de 10 milliards. On est à 100 milliards plus fin 2023. Cette année, on va faire plus de 120 milliards. Donc on fait plus de 20% de croissance. Outre le fait de favoriser l'actionnariat populaire et le diversifier, l'État aura désormais la capacité de financer ses projets et programmes sans s'endetter. On prend de l'argent dans une entreprise qui a généré du profit. On prend cet argent et on va l'investir dans d'autres projets qui sont porteurs de croissance. Et ça crée un effet multiplicateur parce que c'est à la base de quelque chose qui a porté du fruit. On le prend, on investit dans d'autres projets qui vont porter du fruit. Et ça fait un effet multiplicateur et ça contribue en fait à la croissance économique du pays. Ici, vous avez des dividendes qui sont attachés aux bénéfices donc de l'entreprise qui a émis ces actions-là. Mais à côté des dividendes, il y a ce qu'on appelle les plus-values qu'on peut obtenir à la cession du titre. Mais forcément, si une obligation est autour de 6% ou bien de 7%, en mettant mon argent dans les titres risqués, il faut que je m'attende, n'est-ce pas, à avoir plus de rémunération qu'on peut appeler rendement. Ça veut dire que si je prends une action, je m'attends à être plus rémunéré que par exemple si je mets mon argent dans un titre non risqué. L'opération, qui correspond à une levée d'un montant compris entre 33 milliards 600 millions et 43 milliards 200 millions de francs CFA sur le marché régional, a fixé le coût d'une action à 4 800 francs CFA. L'interactualité nous est proposée par Anoua Dadja, une sélection essentiellement politique avec des échos de campagne électorale au Mozambique et en Tunisie. Tenant son dernier meeting aux côtés de ses partisans avant les élections du 9 octobre à Maputo, dans le sud du Mozambique, le candidat à la présidence Oussoufo Momande du parti Renamo danse avec un balai. Il pense ainsi nettoyer à coups de balai la corruption, le manque d'école, le manque d'eau et de routes. Le candidat à la présidentielle tunisienne Zouheib Magzaoui vote à la Marsa, dans la banlieue nord de Tunis,
Le dit candidat, un ancien député de la gauche panarabiste, est fort d'une vraie base électorale, mais il reste associé au coup d'État de l'été 2021 que celui-ci a soutenu, souligne l'expert politique tunisien Halem Nafti. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont afflué à Rabat dimanche pour marquer le premier anniversaire du début de la guerre à Gaza et afficher leur soutien au peuple palestinien, appelant à une rupture des relations entre Rabat et Israël. Et ce sera tout pour ce 13h. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.